Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons parler des SID sous Windows, puisque nous allons voir ce que c'est un SID, quelle est sa structure et surtout comment récupérer les SID sur une machine Windows. Donc on va vraiment faire un petit tour d'horizon de la notion de SID sous Windows, un petit peu dans la continuité de ma vidéo sur la base SAM, puisque tout ça est un petit peu lié finalement, ce sont des composants clés au niveau d'une machine Windows. Alors si le programme vous plaît, sans plus attendre, regardez la suite de la vidéo, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'un SID? SID pour Security Identifier est un identifiant de sécurité unique sous Windows, donc ça va être un identifiant que l'on va retrouver sur l'ensemble des objets relatifs à la sécurité au niveau d'une machine Windows, c'est-à-dire aussi bien les utilisateurs, les groupes, les services, l'ordinateur, les processus, etc. En fait, ça va être au niveau de chaque principal, c'est-à-dire chaque élément capable de s'authentifier auprès du système d'exploitation. Donc au niveau d'une machine Windows, chaque SID est unique, c'est-à-dire que chaque groupe aura son propre SID, chaque utilisateur aura son propre SID, etc. Le SID, d'un point de vue du système d'exploitation, est une valeur plus fiable que le nom, puisque c'est une valeur qui est attribuée à l'objet au moment de sa création, et elle va rester la même. Elle va rester la même notamment si l'on renomme un utilisateur. Donc pour répondre à la question quel est l'impact sur le SID si l'on renomme un utilisateur, en fait on va changer le nom de l'utilisateur. Donc dans Windows, l'utilisateur pourra avoir un nom différent, mais son SID restera le même. Et que se passe-t-il si l'on supprime et que l'on recrée un utilisateur avec le même nom? Est-ce qu'il va récupérer le SID de l'ancien utilisateur ou est-ce qu'il aura un nouveau SID? En fait, il aura un nouvel SID, c'est-à-dire que si on a un utilisateur qui s'appelle Florian avec un certain SID, donc on va regarder un petit peu après à quoi ça ressemble un SID, et que l'on recrée qu'on le supprime et qu'on recrée l'utilisateur Florian, il n'aura pas le même SID que l'utilisateur précédemment créé qui avait le même nom. Tout ça, c'est normal puisqu'il y a une notion derrière de droit d'accès, de jeton d'accès, puisque quand le SID va être impliqué dans différents processus au niveau de Windows, notamment au niveau de la gestion des autorisations et au niveau de la définition des propriétaires sur les objets. Par exemple, si vous regardez le propriétaire sur un fichier, vous avez le nom du propriétaire qui va s'afficher, mais en réalité, derrière, c'est une traduction qui est effectuée par Windows, puisque c'est bien le SID qui est associé en tant que propriétaire. Donc forcément, si on supprime un utilisateur et qu'on recrée un utilisateur avec le même nom, si on récupère le SID de l'ancien utilisateur, on va aussi récupérer ses permissions, donc ça peut être problématique. Donc c'est pour ça que faut bien avoir conscience de ça. Chaque objet a son propre SID, même si on recrée un objet avec le même nom qu'un objet précédemment existant sur la machine. Quand un utilisateur ouvre une session sur une machine Windows, il aura un jeton d'accès. Ce jeton d'accès va contenir le SID de l'utilisateur, le SID des groupes auxquels il appartient. On va voir qu'il y a certains groupes un peu spécifiques, et également la liste des autorisations. Donc tout ça, on pourra le voir après à l'aide de différentes commandes. Donc vous l'aurez compris, les SID jouent un rôle clé, que ce soit sur Windows 10, Windows 11 ou même les versions précédentes, mais également tout ce qui est Windows Server. Et on retrouve aussi cette notion de SID dans l'annuaire Active Directory, même si ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, puisque même si globalement le principe reste le même, c'est stocké, géré différemment. Quelle est la structure d'un SID, puisque le SID commence par S et puis après des suites de chiffres, mais en fait tout ça va quand même respecter une structure stricte que l'on va pouvoir interpréter. Je vous ai mis à l'écran un exemple de SID, donc ça c'est typiquement le SID d'un utilisateur, pas n'importe lequel puisque c'est le SID du compte administrateur, mais je vais approfondir cette partie-là après et voir comment on peut reconnaître justement que c'est le SID d'un administrateur. Donc on a tout d'abord le S-1 qui est en fait le préfixe commun sur l'ensemble des SID, qu'on pourrait dire SID de génération 1 par exemple. Le -5 c'est l'autorité d'identification, en l'occurrence ici le 5 correspond à autorité NT, donc on va dire l'authentification locale. Le -21 qui va évoluer en fonction des SID, c'est l'autorité secondaire. Ensuite, la plus grande valeur, la plus grande partie du SID, c'est l'identifiant du domaine ou de l'ordinateur, où là on aura en fait une valeur unique sur chaque machine. Alors forcément, si on prend une machine A que l'on clone
10 fois, eh bien on aura 10 machines avec les mêmes SID. D'ailleurs, c'est problématique, c'est pour ça que en entreprise, on fait ce que l'on appelle un sysprep sur les machines pour qu'il y ait une régénération complète des SID et avoir eh bien, des identifiants uniques, qui sont vraiment uniques, eh bien, également d'une machine à l'autre. Puisque si vous avez deux ordinateurs qui ont le même SID et qui sont connectés à un annuaire Active Directory, eh bien en fait, d'un point de vue de l'annuaire Active Directory, c'est comme si vous n'aviez qu'une seule machine. Donc c'est important de faire ce que l'on appelle le sysprep. Donc là, voilà, cette plus grande valeur-là qui va changer d'une machine à une autre, ça c'est l'exemple sur ma machine, sur votre machine à vous, ce sera différent. Et enfin, on a à la fin ici le -500, qui est ce que l'on appelle le RID, donc le Relative ID, qui va permettre d'identifier précisément l'objet. Alors tout ça m'amène à vous parler eh bien, du fait que le RID a une valeur prévisible pour les objets intégrés nativement dans Windows. Donc ça va être le cas de certains groupes de sécurité, mais également de certains utilisateurs. Par exemple, comme on peut le voir ici, le -500, eh bien en fait, vous devez savoir que le SID du compte administrateur local d'une machine Windows se termine toujours par -500, puisque son RID c'est 500. Je vous ai mis ici deux exemples de SID de compte administrateur obtenus depuis deux machines totalement différentes. On voit bien qu'on a le même début, que l'identifiant de machine, donc la grande partie au milieu, elle est différente, et à la fin, on a le -500, qui me permet de savoir, juste en lisant ce SID, que c'est le SID du compte administrateur. Donc cette liste est assez longue. On sait aussi que voilà, le -501, c'est pour le compte invité intégré à Windows. On sait également que le -1001, c'est le RID du premier compte utilisateur qui sera créé sur la machine. Donc si sur ma machine Windows, je crée un utilisateur qui s'appelle Florian, il aura le RID 1001. Peu importe s'il s'appelle Florian, Bobby ou Toto. Et ensuite, eh bien, le deuxième utilisateur qui sera créé, il aura le -1002, etc. etc. D'ailleurs, la commande PowerShell get-sim-instance me permet d'aller consulter la classe Win32user-raccoon dans laquelle je vais trouver différentes propriétés, notamment les noms d'utilisateurs et les SID. Et je vais retrouver ici les SID de ma machine de test. Donc j'ai bien le compte administrateur avec le SID qui termine par 500 comme on peut le voir ici, le compte invité en 501 comme je vous le disais, mon compte Florian en -1001 et un autre compte qui est baptisé test qui a le -1002. Si vous lancez cette commande sur votre machine, vous allez retrouver eh bien, des points communs entre ce que j'ai à l'écran et ce que vous avez de votre côté, notamment au niveau de l'administrateur, default count, invité, etc. Vous allez voir que vous avez la même structure et surtout le même RID à la fin. Il existe un certain nombre de commandes pour récupérer des informations sur les SID. Ici, en fait, on peut remplacer le get-sim-instance par get-wmi-object. Voilà, on obtient le même résultat. En fait, cette commande-là est plutôt, entre guillemets, obsolète. Il vaut plutôt préférer le get-sim-instance. Et ces commandes vont permettre aussi d'interroger une machine à distance en précisant ici eh bien, le paramètre -computer name, voilà, et on met le nom de la machine que l'on souhaite interroger. Un peu dans le même esprit, on a aussi la commande get local user qui permet tout simplement de requêter la base SAM, donc la base de compte locale, et là on peut aussi sélectionner les propriétés name et SID et on va retrouver les mêmes informations. Au-delà de PowerShell, on a aussi la commande WMI, donc qui permet d'interroger la base WMI donc de la machine. Alors cette commande là est amenée à disparaître, hein. Microsoft l'a annoncé clairement, elle est obsolète. Voilà, par contre elle continue de fonctionner et elle pourra être utile sur des machines avec de vieux systèmes d'exploitation, on peut dire, où il n'y a pas forcément les commandes PowerShell. Donc ici c'est pareil, on va requêter un peu avec une syntaxe différente, propre à WMIC, et on va avoir donc le nom et le SID, et à chaque fois on a bien les mêmes informations. Et on pourrait aussi, alors comme je l'ai dit en introduction, il y a les SID sur les utilisateurs, mais également les groupes et d'autres types d'éléments. Avec cette commande-là, interroger une autre classe, Win32 group, où on va pouvoir avoir les noms des groupes de sécurité locaux sur cette machine, et les SID associés. Et là vous verrez également que puisque ce sont des éléments intégrés au système, qui a un SID qui est identique d'une machine à l'autre, et ce qui m'amène à faire la transition vers la prochaine partie de cette vidéo. Sur l'ensemble des machines Windows, toute installation confondue, il y a ce que l'on appelle des SID communs qui vont être strictement identiques d'une machine à une autre. On a vu que le SID du compte administrateur terminait par 500, par le RID 500, mais il avait quand même
la partie principale liée au nom de l'ordinateur, qui est différent d'une machine à une autre. Et bien en fait, avec les SID communs, ils sont strictement identiques d'une machine à une autre. On sait que les groupes de sécurité du domaine built-in, donc au niveau de la base SAM, auront certains SID, donc que je vous ai montré dans la commande précédente. On a par exemple ce SID là pour le groupe administrateur, celui-ci pour le groupe utilisateur, etc. Cette liste, elle est statique et identique sur toutes les machines. Dans le même esprit, on a des SID communs et identiques pour ce que l'on va appeler les groupes dynamiques, donc, dont la liste des membres sont gérés par Windows. Donc ça va concerner notamment le groupe tout le monde et le groupe utilisateur authentifié. Ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'on a aussi des SID communs qui vont permettre d'identifier les types de sessions. Par exemple, voilà le S-1-5-2 pour une connexion via une session réseau, typiquement un accès à distance sur une machine sur un partage SMB. Voilà, on a comme ça la possibilité d'identifier des types de sessions. Tout cela est un petit peu cumulable et on va retrouver ça en fait dans le jeton d'accès d'un utilisateur. Alors comment consulter justement ce fameux jeton d'accès d'un utilisateur? Eh bien en fait, à partir d'une session Windows, vous ouvrez une console, vous faites la commande Whoami. Cette commande-là vous donne le nom d'utilisateur avec lequel vous êtes actuellement connecté. Bon, ici c'est en administrateur. Et vous faites ensuite un /all. Là vous allez avoir un certain nombre d'informations. On va avoir le SID du compte. Donc là j'ai le SID de mon utilisateur actuel. Et après, on retrouve des informations de groupe qui sont intégrées dans le jeton actuel. Et là, je vois bien, j'ai tout le monde, administrateur, utilisateur, ouverture de session de console, compte local. Voilà, je vais retrouver plein d'informations qui font notamment écho à ce que je viens de vous présenter en termes de SID commun. Et on voit que tout cela est cumulable en termes d'autorisation dans le jeton d'accès. Et ici, j'ai même un détail sur les privilèges qui me sont autorisés au niveau de ce compte-là. Et on a ici un autre SID que je n'ai pas encore évoqué, c'est étiquette obligatoire, niveau obligatoire élevé. Donc là en fait c'est le niveau d'intégrité, un petit peu le niveau de sensibilité de cet accès. Donc là on voit que je suis en niveau obligatoire élevé, c'est normal, je suis en administrateur, donc c'est quand même avec des privilèges assez élevés, même si ce n'est pas le maximum au niveau de Windows. Et j'ai ce SID qui est ici, le S116. 12288 que je vais retrouver ici dans ma liste de niveaux d'intégrité. On voit 12288 pour le niveau élevé et on a par exemple ici sur la copie d'écran, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, le niveau d'obligatoire moyen avec un utilisateur lambda, et on a bien une autre valeur qui termine par 81-92 et on a comme ça une valeur différente en fonction du niveau d'intégrité, en fonction de l'utilisateur qui est utilisé pour effectuer l'action. Donc voilà, quelques exemples de SID communs que je vous ai mis dans les slides. Il y en a des dizaines en fait, la liste est beaucoup plus longue que celle que je vous ai mise dans les slides. Donc il faut aller voir sur le site de Microsoft, toutes les informations présentées ici sont issues du site de Microsoft où tout est listé dans la documentation. Voilà, après avoir regardé cette vidéo, vous en savez beaucoup plus sur les SID sous Windows. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur la base SAM de Windows, eh bien je vous encourage à la regarder puisque tout ça est un petit peu lié à la gestion des identités, à l'authentification sur une machine locale Windows. Je vais vous préparer d'autres vidéos. Il y aura sûrement une vidéo sur les SID dans le cadre d'un environnement Active Directory. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à très vite. Ciao.